Berger. Présent. Bernard Leclerc. Présent. Béatrice Paulin. Samy Veillard. Présent. René Maratier. Jean-Claude Affouvoir pour moi. Jean-François Girard. Présent. Christophe, on l'a salué. Michel Verriken. Présent. Pierre Martin. Présent. Jean-Pierre Bourguet. Présent. Daniel Describert. Présent. Et Françoise Beunier. Merci pour votre présence et les pouvoirs. Salut. Je vous propose de démarrer ce petit conseil municipal par le compte rendu de la semaine de la réunion du conseil. En questions diverses, il y a quand même 3 questions qui mériteront notre attention. Un point sur la maison de santé que Jean-François nous fera, puisque tu étais hier en train de défendre le dossier et au niveau de l'ARS. J'ai des informations sur le pont de l'Aiguillon-la-Faute, dont je vous parlerai, et j'ai reçu un courrier après avoir eu des informations sur la digue des vieilles maisons. Donc c'est des sujets qui mériteront notre attention, ainsi que d'autres. Il y a quand même dans le conseil quelques dossiers importants. On le verra dans sa présentation. Monsieur le maire, je vous propose de rappeler ce qui s'est passé le vendredi 6 juillet lors de notre dernier conseil municipal. Nous avions entendu le compte rendu de décisions prises par vous-même dans le cadre de la délégation constituée par le conseil municipal. Et nous avions accepté un don de 3 000 € pour les animations organisées par la commune. Le renouvellement de la ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole à hauteur de 1 million d'euros. L'entreprise SCRL GT Combustion a été retenue pour le lot 1, chauffage dans le cadre de travaux d'amélioration énergétique de l'école, et pour un montant de 71 543,20 €. Nous avions voté les décisions modificatives numéro 2 et 3 et 4, /2018 au budget communal. Nous avions ratifié la délibération du 18 mai 2018 concernant le devis de l'ENF pour l'entretien des équipements touristiques en parcelles 51 et 52. Et le précédent programme approuvé était estimé à 3 208 € hors taxe à la charge de la commune, alors que le coût réel est de 4 692 €. Nous avons décidé de solliciter l'aide de l'ADME pour les travaux d'amélioration énergétique de l'école et du restaurant scolaire, et nous avons réactualisé le plan de financement pour la demande de subvention pour cette opération. Nous avons autorisé à solliciter la dénomination de commune touristique suite à l'arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant classement de l'Office de tourisme du Sud-Vendée Littoral Tourisme en catégorie 3. Nous avons donné notre accord à la répartition par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral du reliquat de l'enveloppe voirie permettant de répartir une partie du solde entre les 44 communes à hauteur de 10 000 €, et nous avons accepté son intégration dans le financement de l'opération, c'est-à-dire le projet d'aménagement du centre-bourg consécutif à la piste cyclable. Nous avons accepté de nommer le syndicat e-collectivité Vendée comme personne morale en tant que délégué de la protection des données dans le cadre du règlement général sur la protection des données, ce que l'on appelle le RGPD. Et nous avons autorisé la signature de la convention de mise à disposition d'un délégué mutualisé par e-collectivité Vendée, c'est-à-dire que c'est lui qui nous représentera. Nous avons déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement d'un parc urbain sur l'ancien camping municipal conformément aux dispositions de l'article L126-1 du Code de l'environnement. Et nous vous avons autorisé, monsieur le maire, à solliciter la convention de transfert de gestion auprès du préfet de la Vendée. Enfin, nous avons entendu des informations diverses et suivantes. L'absence des élus de l'opposition à cette séance et les réactions des élus de la majorité. Une présentation des jeux choisis pour le parc a été faite aux enfants de l'école. Il aura également été demandé de réfléchir à un futur nom lorsque le parc sera réalisé. Nous avons rappelé, vous avez rappelé, monsieur le maire, le premier vice-président du conseil départemental de Vendée au sujet de la levée d'interdiction faite aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes de franchir le pont qui relie l'Aiguillon à la Faute-sur-Mer. En effet, deux véhicules de sapeurs-pompiers ne pourraient pas franchir ce pont en cas d'incendie sur notre commune. L'arrêté départemental n'a toujours pas été levé et le département nous sollicite pour intégrer la RD 46 dans la voirie communale. Vous en parlerez tout à l'heure. Les travaux Est de la digue Est se terminent sous 8 jours, enfin se terminer sous 8 jours, et ceux de la digue Ouest sont suspendus à ce jour. Là encore, vous nous parlerez tout à l'heure de l'évolution et de ce qui va se passer sur les digues Ouest.
Et voilà, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Merci Laurent. Un mot complémentaire, puisque le Conseil avait un sujet majeur, c'est la déclaration d'aménagement du parc avec la demande de transfert de compétences du domaine public maritime. Le préfet a pris l'arrêté depuis, hein, je le dis parce que c'est une longue histoire dans cette commune. L'arrêté est désormais pris par le préfet. Merci. Y a-t-il des questions sur ce compte-rendu? Pas d'abstention, pas de vote contraire, il est approuvé, donc je vous propose de le... Pardon, Christophe tu t'abstiens, tu n'y étais pas. Abstention, deuxième abstention, troisième, quatrième. Michel, tu étais pas là. Mais tu t'abstiens. Moi, je n'étais pas là du tout. Voilà, non mais là on approuve. Donc là, pour le moment, j'ai des approbations avec 4 abstentions. Voilà. Merci. Je vous le fais passer pour signature. Hein. On indiquera 4 abstentions. Un mot pour vous donner le compte-rendu des décisions que j'ai prises dans le cadre des délégations consenties par le Conseil municipal, en vertu de l'article 21, 22, 22 du Code général des collectivités. J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne. La mauvaise, c'est qu'on est obligé de m'autoriser à rester en justice, donc je le présente devant vous. Et on a confié à Maître Léon du cabinet Cornet d'Instance et Gurel de Nantes la défense de la commune dans le dossier Roger Farou, puisque le sous-préfet des Sables, au nom du préfet, conteste la délivrance d'une déclaration préalable pour un projet de construction d'un escalier et d'une terrasse sur un bien neuf rue de l'Estuaire. Encore, vous avez raison de le dire, et il faut le dire parce qu'en plus sur ce dossier, on avait l'avis favorable de notre service instructeur. Donc il y a un moment, c'est un dossier, je vous le dirai par ailleurs, que j'ai traité en direct avec le sous-préfet et le préfet, et malgré le bon sens de ce projet, puisqu'il ne crée pas de surface habitable, et il autorise une terrasse pour se protéger en cas de tempête. Ça veut dire que c'est un projet cohérent par rapport au plan de prévention des risques. Eh bien, on a un recours du préfet et on va se défendre. Alors, on se défend avec Maître Léon. On travaillait sur le dossier cet après-midi. Pour votre information, Maître Léon, c'est notre avocate qui nous a permis de défendre le plan local d'urbanisme, ça vraiment, et de gagner contre le préfet. Donc j'espère qu'on sera dans cette même ligne pour défendre un dossier qui, pour moi, a une simplicité biblique. Et je ne comprends pas pourquoi on doit se défendre. C'était la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est l'acceptation d'un don. J'ai accepté un chèque d'un montant de 1 000 € offert par un commerçant luçonnais que nous connaissons très très bien à la Faute-sur-Mer, qui a apporté sa contribution sous forme d'un don pour le cinéma en plein air, la Tortue Rouge Bernard, cet été. Et l'encaissement de ce chèque donc, nécessite une acceptation que j'ai prise par délégation. Voilà, donc ça c'était une information c'était un donné acte, hein. Il n'y a pas besoin d'en faire plus là-dessus. Et je vous propose de passer au premier point à l'ordre du jour. La perception et la tarification de la taxe de séjour applicable à compter du 1er avril 2019. Alors ce sont des dossiers que vous connaissez très bien, puisque la perception dans notre commune date, je crois, de 1984, j'ai vu ça dans le rapport. Alors il y a quand même des particularités dans la loi de finances pour 2017 qui nous conduisent à devoir délibérer avant le 1er octobre. Donc on est dans le calendrier. Alors, vous allez voir, ce n'est pas d'une grande simplicité, mais j'essaierai de le simplifier. Premièrement, l'application d'une tarification au pourcentage pour les hébergements non classés. Alors, c'est une nouveauté, hein. Il y a des hébergements qui sont non classés. Habituellement, la taxe de séjour, c'est des centimes. Bien, pour ces hébergements, vous allez voir, on a un choix à faire entre 1% et 5%. Mais je vous ferai les modalités de calcul tout à l'heure. Deuxième élément qui, au bout du compte, n'est pas une vraie nouveauté, mais le législateur a bien fait, dans la loi de finances, de clarifier les choses. Il s'agit de l'obligation pour toutes les plateformes en ligne de percevoir l'impôt, notamment, il y a eu un grand débat, vous le savez, sur les plateformes Airbnb. Il s'agit en fait de faire appliquer la loi à ces plateformes qui ne respectaient pas, ou pas beaucoup, ou pas toujours, et donc de garantir aux citoyens l'égalité devant l'impôt. Troisième sujet, principal changement, des modifications de barème tarifaire, vous allez voir, qui vont nous conduire, par exemple, à délibérer pour choisir la taxe du séjour pour un palace, si un jour un palace se construit à la Faute-sur-Mer.
Donc vous allez voir, on va détailler la liste de ces sujets. Je vous rappelle que la taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux sur une commune, qui ne sont pas domiciliées, qui ne possèdent pas de résidence à titre et qui ne sont pas passibles de la taxe d'habitation. Vous savez, quand on se pose toujours la question qui paye la taxe de séjour, ben, si vous payez une taxe d'habitation, vous ne payez pas de taxe de séjour. Et le montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. La taxe est perçue pour une période allant du 1er avril au 30 septembre et on a une obligation de la voter avant le 1er octobre, comme je vous le disais tout à l'heure. Le conseil départemental, par ailleurs, par délibération de 84 également, institue une taxe additionnelle que nous recouvrons pour le compte du département en fait. Chacun des loueurs paye la taxe de séjour et il paye une taxe communale et 10% pour le département que nous reversons au département. Voilà pour les principes généraux. Alors après, on va rentrer dans le détail des tarifs. Enfin, vous allez voir, ce sera assez simple. Ce qui va peut-être vous intéresser, c'est les comparaisons, parce que c'est toujours intéressant. Donc nous allons effectivement voter, il me manque un, est-ce qu'il est? Il est là. Nous allons voter donc une taxe de séjour pour les palaces. Et nous vous proposons de la voter avec une part communale à 1,82. En dollars? Au moins, et en pétrodollars peut-être. Oui. 1,82. Ou autre vente illicite dans les palaces. 1,82 pour la part communale, 2. Donc vous savez que le principe c'est d'essayer d'arrondir. Donc on est à 2 € pour notre tarif avec le département. Je vous donne des indications, 2,2 pour la tranche. C'était dans le journal, donc ça vous permet de... les palaces de la tranche sont plus taxés que les nôtres. Hôtel 5 étoiles, résidence de tourisme 5 étoiles, meublé tourisme 5 étoiles, 1,82 également. Les montants sont de 2,2 pour la tranche sur mer. Si vous voulez que je vous donne l'aiguillon, je pourrais vous donner. En général, l'aiguillon se cale sur nous, puisqu'ils n'ont pas encore délibéré à ma connaissance, mais ils ont demandé, avec d'ailleurs Grue et Saint-Michel, à coordonner un peu nos éléments. 4 étoiles, 1,36 et 1,50 au total avec la taxe additionnelle du département, contre 1,65 à la tranche. Hôtel de tourisme 3 étoiles, 1,09 pardon, donc 1,20 avec la taxe additionnelle, contre 1,65. Hôtel de tourisme 0,68 et 0,75 avec le département contre 0,99 pour la tranche. Hôtel de tourisme, j'étais sur 2 étoiles, sur le 1 étoile, 0,68 pour nous et 0,75 avec le département. La tranche est à 0,88. Terrain de camping 0,55 pour nous, 0,60 au total contre 0,66 pour la tranche. Et des terrains de camping classés 1, 0,20, 0,22 comme par le passé et 0,22 pour la tranche également. Voilà, je vous ai dit qu'on avait trouvé une cohérence assez proche, peut-être, on est peut-être au bout du compte un peu en intermédiaire entre l'aiguillon Grue Saint-Michel et la tranche sur mer. On a considéré que ce n'était pas normal d'être en intermédiaire. Pour ce qui concerne l'hébergement, cette fois-ci, celui qui se calcule en pourcentage, tout hébergement en attente de classement, sans classement à l'exception des hébergements de plein air. Donc le taux minimum est d'1%, le taux maxi est de 5%, et on vous propose d'être à 2,73%, avec la part communale, donc avec la part départementale d'être à 3%. Alors comment se calcule? Parce que c'est pour ça que c'est un peu compliqué, je passerai assez vite, mais comment on calcule ce pourcentage? Il ne doit pas être naturellement supérieur à une taxe de séjour d'une catégorie supérieure, ça ne serait pas cohérent. Alors pour un calcul, j'ai une petit memento. Par exemple, prenons l'exemple d'un meublé non classé qui accueille 6 personnes, un couple et 4 enfants, à 120 € la nuit, avec une application de pourcentage de 5%. Le calcul est suivant, 120 € divisé par 6, ils sont 6, 20 € par personne et par nuit. Le taux de 5%, ça fait donc 1 € de taxe de séjour par personne et par nuit. Quand on regarde la famille, parce qu'il y a des exonérations, seuls les adultes payent,
les mineurs sont exonérés, donc 2 adultes, 2 euros de perception sur ce mode de calcul au pourcentage. Et on vérifie dans ce mode de calcul, ce qui est un peu aléatoire d'ailleurs, parce que les tarifs peuvent changer, on n'est pas au-dessus d'un calcul au centime pour les taxes de séjour. Je l'ai dit, et donc je le complète, sont exonérés de la taxe de séjour en fonction de l'article du Code général des collectivités les mineurs, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune et les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence et d'un relogement temporaire. Ce sont les logeurs qui perçoivent pour notre compte et ils doivent verser le produit de leur taxe avant le 20 octobre. C'est peut-être un rappel qu'on peut faire, Eric, parce que parfois il faut aller chercher les versements de taxes de séjour qui sont encaissés. Donc je connais des gens là qui encaissent de taxes de séjour. Et je précise qu'il y a des sanctions possibles en cas de défaut de déclaration. Et faute de déclaration, on peut nous-mêmes taxer d'office les loueurs qui pourraient nous avoir oubliés. Oui, Christophe? Il n'y a que les travailleurs saisonniers. Alors, l'exonération. Parce que les gens qui viennent travailler, Alors, aujourd'hui, par exemple, les représentants de commerce, je vais te lire le texte. Sont exonérés, c'est l'article 23, 33, 31 du Code général, sont exonérés les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune. Ah, d'accord. Donc un représentant de commerce qui ne rentre pas dans le cadre. Donc, il doit payer. Donc le mec est venu pour faire du TDI, il doit payer. Les personnes bénéficiant d'un hébergement. Voilà, alors la particularité, donc, c'est qu'on s'est mis à jour, vous l'avez vu, du palace au terrain de camping, en passant par les aires de camping-car, je le dis aussi parce qu'on a un gros remplissage. Et ça renvoie aussi probablement, et on a fait un travail particulier sur cette cible, hôtel de tourisme 4 étoiles ou résidence de tourisme 4 étoiles ou résidence de tourisme 3 étoiles. Vous le verrez, on passera au prochain conseil, on a reçu une information ce matin par mail. L'établissement public foncier est en train d'avancer sur le dossier des Amourettes, avec un projet cohérent désormais d'une résidence de tourisme 3 ou 4 étoiles. Donc il était important qu'on pense aussi à une taxe de séjour sur ce point-là. Voilà. Tu veux peut-être en dire un mot, Laurent, parce que c'est toi qui es en interlocuteur de l'établissement public. Je vais bien résumer, en dire plus, ce serait s'exposer à dire des bêtises, donc on va attendre que ça finalise. Juste pour compléter, ce qu'on passera au Conseil, c'est un avenant complémentaire de 2 ans pour permettre de sortir l'opération qui est pour le moment bien sur les parties. Et alors par contre, d'un point de vue fiscal, ce qui sera intéressant, puisque là on a grosso modo 400 ou 500 personnes à tenir en tourisme et seniors qui vont payer aussi leur séjour, donc leur taxe de séjour. Donc c'est un plus rentrée fiscale, c'est aussi un plus pour la commune, pour la consommation de la commune, pour les animations, pour la vie dans la commune. Des questions sur... on reviendra probablement lors du vote du budget sur les questions de taxes d'habitation. Je le dis pour ceux qui s'interrogeaient, les taxes d'habitation des résidences secondaires ne sont pas exonérées par la loi. Donc les exonérations de taxes d'habitation, c'est uniquement pour les propriétaires résidents occupants, propriétaires locataires occupants pas en résidence secondaire. Mais on s'écarte un peu du sujet. Taxe de séjour, des questions sur ces propositions? Pas de questions pour le vote, pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté. Je vous en remercie, on est dans les délais. Dossier suivant, alors c'est un dossier qui est très important au bout du compte, plus qu'on le pense. Il s'agit d'une décision modificative, c'est la 5e, puisque à la suite des jugements et requêtes en appel quant à la tempête Xynthia, dont vous connaissez les conclusions du tribunal administratif, là on est sur les procédures du tribunal administratif, la commune doit régler les frais irréfectibles qui lui incombent en vertu de l'article 5 des 26 jugements. 26 jugements ont été rendus à ce jour par le tribunal administratif de Nantes le 6 juillet dernier. Notamment le 6 juillet dernier, parce qu'il y en a eu d'autres. Et donc, les frais irréfectibles, il faut les payer, ce sont des frais de justice. Et ils se montent à 26 000 € à ce stade sur les 26 jugements. Vous voyez, le calcul est vite
fait. Et donc je vous propose d'abonder l'article 67.12 à hauteur de 26 000 euros, en allant chercher des diminutions de crédit sur le 62,88 autres services extérieurs et 65,548 autres contributions à hauteur de 26 000 euros. Alors, il s'agit en fait de crédits dont on ne devrait pas avoir l'usage, qui c'était des crédits réservés au CIVOM. Donc, comme on aura moins de contributions CIVOM, on doit pouvoir dégager ces 26 000 euros et donc alimenter les moyens de payer nos frais irrépétibles. Donc, c'est quand même un avertissement sérieux. Alors, j'en profite pour vous dire que je vous demande l'autorisation, dans ce cadre, d'ouvrir cette DM, mais en même temps, une fois encore, mais je ne suis toujours pas désespéré, de solliciter dans le cadre contractuel la SMAC en vue du remboursement des frais irrépétibles. Je le dis d'autant plus que j'ai négocié les frais irrépétibles de René Naratier devant les procédures civiles et pénales, et que par parallélisme des formes, je n'imagine pas, mais quand je dis je n'imagine pas, vous voyez le combat qui sera encore nécessaire de mener, que la SMAC ne paye pas les frais irrépétibles de la commune, puisque ce sont les mêmes frais irrépétibles, les mêmes frais de justice, les mêmes frais d'avocat. Ils étaient de 265 000 pour ce qui concerne les procédures civiles et pénales. Donc je continuerai à défendre l'idée que ce n'est pas au contribuable de le payer. Je le dis parce que dans l'état actuel de l'ADN que je vous propose, c'est presque 3 points de pression fiscale. Hein. Je veux dire, l'argent ici est vite transformé. Hein. Donc moi je ne trouve pas normal de payer les frais répétitifs. Alors ça, c'est ce que je sais avec le vote. Pour votre information, il y a un long combat qui ne date pas d'hier, puisque les courriers échangés avec le préfet, les rendez-vous échangés avec le préfet et avec le payeur datent de juin 2017. Vous voyez, je défile juin 2017, juillet 2017 avec le préfet. Je suis cette fois-ci sur mai 2018 et fin mai 2018 avec le payeur, avec le payeur financier. Puis je retrouve 18 juillet 2018 et une réponse que je fais au préfet le 24 juillet. Je défendrai la semaine prochaine devant le secrétaire général de la préfecture une position qui consiste pour le moment à refuser d'inscrire en dépenses les condamnations que la commune a subies devant le tribunal administratif. Je vous rappelle que sur les 26 condamnations, il y a les frais irrépétibles, mais on est condamné in solidum à payer. Si on fait les cumuls, on ne doit pas être loin de, sur les 26, pas loin de 800 000 ou 1 million d'euros. Et l'État me demande d'inscrire en dépenses, donc de provisionner les condamnations in solidum que la commune doit subir. Pour le moment, je me suis refusé depuis le mois de juin 2017, et ça a même fait l'objet d'un rendez-vous spécial chez le préfet. Je retourne au combat sur ce point-là. Je voulais vous en donner l'information, parce que j'aurais peut-être à revenir vers vous en vous disant, voilà ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire. Parce que juridiquement, le chemin est assez simple. Quand une condamnation est définitive, elle doit être inscrite. Donc, ma position n'est pas facile à défendre, même si j'ai obtenu le solidum de l'État en rang 1, et même si, et c'est le paradoxe, les avocats des parties civiles, les parties civiles elles-mêmes, ne réclament pas le paiement à la commune, mais à l'État, parce que c'est l'État qui le paye, et m'ont demandé simplement le paiement des frais irrépétibles, ce qui est normal. Donc vous voyez, on se trouve dans une situation, je vais défendre en fait un refus d'inscription d'office pour des inscriptions qu'on ne demande pas, que les victimes ne me demandent pas. C'est quand même un peu... Voilà, je soumets ce dossier qui est compliqué, c'est la suite d'un dossier tellement compliqué qu'il faut continuer. À votre vote, Laurent. Ça veut dire que, si pour ceux qui connaissent plus la comptabilité privée, ça voudrait dire que vous n'avez dans les faits aucune dette, mais votre expert comptable vous dit d'inscrire le montant de cette dette qui ne vous est pas demandée dans votre bilan. Pensez bien que votre résultat à la fin de l'année, il n'a pas la même figure. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est une dette qui n'est pas réclamée. Réclamée, oui. On va dire, parce que c'est une personne décision de justice, donc elle s'impose. Mais comme on est sur, en plus juridiquement, on est sur du in solidum, vous savez que le in solidum, tout le monde est responsable à 100% de l'autre. Donc à partir du moment où l'un taille 100%, on peut admettre l'idée que l'autre n'a pas besoin d'inscrire. Et puis je rappelle à chaque fois que nous attendons une procédure longue, puisqu'il faudra d'abord attendre
la Cour administrative d'appel, éventuellement le Conseil d'État, le TGI tranche la question de notre assurance. Je reviens à la SPAC, puisque je continue à réclamer, dans le cadre contractuel, à la SPAC de payer la totalité des condamnations de la commune, une seule idée. C'est comme l'administration, un coup que tu as payé, même si c'est à payer à défaut, tu pourras le récupérer. Ouais. Donc on ne peut pas le payer. D'autres questions? Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire. Cette DM est donc adoptée, je vous remercie. La décision indicative numéro 6 est plus technique. Il s'agit d'opérations d'ordre qu'il est nécessaire de passer. Lorsqu'on intègre des frais d'études pour des travaux, il y a lieu d'inscrire les frais d'études sur des lignes spécifiques, donc ce qu'on appelle les opérations d'ordre. Alors ça nous conduit à augmenter en frais d'études, en recettes, le 2031 pour 6070,97 et de détailler selon la nature des travaux des opérations patrimoniales sur des comptes différents, 2312, 2313, 15 et 18, agencement, aménagement, construction, installation, matériel technique, autres immobilisation corporelle. Il s'agit des frais d'études pour les termes de camping-car, les zones de solidarité, la salle de sport et les passerelles. Vous voyez, c'est à chaque fois on est obligé de répartir les sommes. Total 6070,97 en dépenses comme en recettes. Pas de questions, pas d'abstention. Le rapport est adopté, je vous remercie. C'est toi, Laurent, qui présente l'ADN du port. C'est l'ADN des opérations de... C'est pareil, il est nécessaire d'intégrer... C'est le budget annexe. Donc, voilà, il y a d'intégrer des frais d'études aux travaux réalisés en 2016 qui étaient liés à l'optimisation et au développement du port ainsi qu'à la maison du port. Il est donc nécessaire d'intégrer ces biens et de passer une opération d'ordre budgétaire qui nécessite des crédits, à savoir en D2315 installation matériel technique 13 900 euros, dans sa cité en construction, en 2315 14 833 euros et 78 centimes, et puis en recette 28 733 euros 82 centimes en augmentation des crédits. Voilà, c'est la même chose, on vous demande d'accepter cette inscription. Merci Laurent. On donne 28 733,83 sur les frais d'études de réaménagement du port. Pas de questions, pas d'abstention, le rapport est adopté. Un rapport symbolique pour toujours au port. Vous savez, il y a des gens des fois qui louent nos emplacements de pontons sur une période un peu plus courte parce qu'ils ont des aléas de vie qui font qu'ils ne bénéficient pas ou ils ne pourront pas bénéficier de la totalité des mois au port parce qu'un empêchement. Et donc on a accepté un prorata à l'époque pour monsieur Denis Christian pour la somme de 562 euros et 8 centimes qui correspond à la moitié de la cotisation annuelle de l'allocation de son appontement dans le port de la commune. Et ce dernier avait vendu son bateau au mois de juin 2018 et avait libéré l'appontement à cette date. Et nous, on s'est permis, justement, on a voulu relouer tout de suite. Ce qui fait que, au prorata, il y a 100 euros qui passent donc en charges diverses de gestion au crédit. Et puis au début, on l'a fait passer en fourniture d'entretien, ces fameux 100 euros, on les a fait passer en fourniture d'entretien. Donc on équilibre ainsi. C'était la décision modificative 3 au budget du port. Merci, pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté. On fait désormais un saut sur les marchés de travaux de l'amélioration énergétique de l'école. Pour vous rappeler que par délibération du 31 mai, nous avions choisi après la commission d'appel d'offres la SAS Henri Brunet pour un montant de 24 641,18, c'est l'isolation thermique extérieure du marché de travaux. C'était les travaux ainsi nécessaires. Malheureusement, ça arrive toujours au milieu de l'été. Le 11 juillet 2018, le mandataire judiciaire Serral Pelletier associé nous informe de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise Brunet, que certains d'entre nous ont bien connu, y compris le père Brunet. Par jugement du tribunal du 4 juillet. Donc bon, on était en début de travaux, court délai séparant la signature et la liquidation de l'entreprise n'a pas permis de démarrer les travaux. Au bout du compte, c'est presque préférable parce que la pire des choses, c'est les liquidations au milieu de travaux. Donc là, ce n'était pas le cas. Donc aucune poursuite d'activité, l'entreprise n'a pas été en mesure d'honorer le chantier.
Donc le Conseil a pris acte de ce jugement et approuve la résiliation du marché, c'est ce que je vous propose, et je vous proposerai immédiatement après l'entreprise qui, après consultation, a fait ou va faire les travaux, va finir les travaux. Donc je vous propose d'approuver la résiliation du marché, on n'a pas le choix de toute manière avec la société Brunet, avec un regard nostalgique pour cette grande entreprise. Mais c'était quand même la grosse boîte de Luçon pendant longtemps. Pendant 50 ans. Voilà. Voilà, pas de vote contraire, pas d'abstention pour cette triste issue. Alors, quand on n'a plus de marché, on est obligé de reconsulter. C'est ce qu'on a fait à partir sur la plateforme www.marchésécurité.fr. Consultation d'entreprise réalisée du 30 juillet au 7 septembre. 13 entreprises ont retiré leur dossier. On a eu de la chance parce qu'on a eu du monde. 2 entreprises ont proposé une offre. Et l'entreprise la mieux disante était Poupard Joguet pour un montant de 14 779,75, 14 779,75 hors taxe. Donc ça passait largement dans les prix, vous l'avez compris, puisqu'on est en deçà de ce qu'on avait prévu. Et je vous propose donc, après la commission d'appel d'offres et après cette délibération, d'approuver le marché de l'électrolyse pour l'entreprise Poupard Joguet pour ce montant. Vous m'autorisez à signer le marché. Les travaux, on fera d'ailleurs un tour bien, les chers collègues. Je pense qu'il faudrait qu'on prévoie, Jean-François, l'immédiate sortie des classes d'avant vacances scolaires de novembre. Donc peut-être que le vendredi, pour qu'on voit les familles et les enfants, on aura, je crois, bien avancé. Le chauffage sera probablement en circulation, en fonctionnement. Et ça nous permet l'éclairage. Enfin, il y a déjà plein de choses qui marchent. On ne voulait pas le faire à l'arrache parce que le chauffage n'est pas terminé, donc ça permettra de le faire à ce moment-là. D'accord, on retiendra la date dès que tu peux, tu nous le donnes. Pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté. Merci. Le rapport suivant vise à adopter le montant définitif de l'attribution de compensation pour 2018 et 2019. En fonction de l'article 1609 non-IC 5.1 bis du Code général des impôts. Donc, bon, je ne vais pas vous faire le baratin, je vous l'ai déjà fait au moins 2 fois. Vous savez, c'est cette fameuse allocation de compensation qui est reversée par la Comcom sur le budget de la commune. C'est très important parce que lorsque la commune a intégré la Comcom, l'ancienne, elle a donné des impôts à la Comcom. Donc, à chaque fois qu'il y a des modifications de compétences, on vérifie au centime d'euro près que les compensations sont compatibles. Nous avons une CLEC en commission locale d'évaluation des charges le 3 avril, une autre le 18 avril. Je vous rappelle, et je vous l'ai déjà expliqué, donc je te dis, que l'une d'entre elles avait pour objectif de travailler sur GEMAPI, sur le transfert des lignes, très important. Il y a des avis favorables de toutes les communes, 44, moins une, Besset, le 3 avril, sur une des CLEC. Il y a eu un avis favorable de toutes les communes, sauf une pour la deuxième, les Roues, par délibération du 18 avril 2018. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que, très franchement, je serais méchant, mais je ne suis pas sûr que les communes ne sachent elles-mêmes. Bon. Vous avez peut-être vu dans la presse d'ailleurs qu'il y a un débat sur les poteaux incendies à la Tranche-sur-Mer. Je ne fais pas de commentaires non plus, ça serait inutile. Les roues, c'est pour les lapins. Non, les rouges, c'est pour une histoire très simple. Du coup, je le dis parce que j'aime beaucoup Isabelle. Ouais. C'est qu'il y a un débat un peu important sur le transport scolaire. Vous savez qu'ils ont un bus de transport scolaire avec un chauffeur. Et dans le transfert de compétences, ça râle. Et donc, elle s'est retrouvée devant un conseil municipal qui voulait qu'on clarifie la question du bus avant de voter le reste des compensations. Donc, voilà. Pour autant, je vous ai dit 43 communes à chaque fois ont délibéré favorablement. Le conseil communautaire a délibéré le 19 juillet 2018. Et une fois que tout le monde a délibéré, que le conseil communautaire a délibéré, on redélibère. Parce que sinon, ça serait trop simple. Donc, je vous propose, je vous soumets le même rapport que la dernière fois. Je vous rappelle qu'il attribue une compensation à hauteur de 458 601,48 en 2018. Nous avions inscrit 458 000 au budget, donc on n'était pas trop mauvais. Et
par contre, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est la même que la dernière fois, mais je suis tellement content que je ne peux pas m'empêcher de le redire, le montant d'attribution de 2019 sera de 525 401, parce qu'il y a d'ici à 2019 d'autres transferts. Par contre, nous aurons d'autres charges. Vous verrez tout à l'heure, on parlera du balayage, c'est une charge complémentaire. Voilà. Donc, même motif, même punition, même délibération, même montant. C'est ce que je vous propose de voter ce soir. Je connais le dossier par cœur, hein, donc je peux faire 1 heure, hein, si vous voulez. Mais je crois que ce n'est pas utile. Pas d'abstention, pas de vote contraire. Merci, le rapport est adopté. Justement, pour l'un des transferts de compétences. Excusez-moi, monsieur le maire, juste, voilà, on passe ça en 30 secondes, comme si c'était une délibération de plus. Même pas une histoire de facile, mais comme si c'était une délibération de plus, alors que c'est du boulot. Ceux qui ont été aux affaires, ils le savent. C'est un boulot énorme, ça a demandé beaucoup de temps. Évidemment, le faire déjà à 11, ça devait vachement être compliqué, j'imagine, mais alors à 44, vous imaginez, quoi. Et donc, voilà, je ne suis pas de satisfait, je ne suis pas angélique non plus, mais chapeau, quoi, c'était un sacré boulot. Voilà. Merci, c'était d'autant plus sympa, et je remercie les maires des communes rétro-littorales, c'est que parmi tout ça, il y avait Génapi. Et donc, il y a des contribuables de l'arrière-pays qui financent nos digues, mes amis, et qui financent la dette de nos digues. Et je trouve que c'est une solidarité. De temps en temps, on se plaint des gros systèmes, de la Comcom, mais là, je trouve que, objectivement, c'est un résultat positif dans un environnement compliqué. Merci. On l'a voté? Eh bien, c'est voté. Alors, j'en étais justement pour la voirie, balayage mécanique des voiries. Vous savez qu'on voulait maintenir un service de balayage. Moi, j'ai beaucoup milité avec Pierre Carrey, le vice-président en charge du sujet, et puis on a vu les communes, un certain nombre de communes que je ne citerai pas, quitter le navire, et donc on s'est retrouvé avec un système de balayage mécanique qui n'était pas gérable au niveau de la Comcom. Donc, en compensation, on a repoussé les délais, puisque c'est en octobre que le transfert s'opère, et la Comcom a pour notre compte lancé une consultation pour un groupement de commandes pour le balayage mécanique des voiries. Et donc je vous propose d'adhérer à ce groupement de commandes pour le balayage mécanique des voiries, pour un kilométrage que nous serons chargés de déterminer. Je veux dire 1000 km de mémoire, un peu moins, 900 quelque chose, et pour des montants qui sont en pure taxe avec traitement à 28,20 euros kilomètre, et qui sont les dimanches et jours fériés à 65,20 euros kilomètre. Franchement, je pense qu'on reparlera du sujet. Mais c'est un groupement de commandes, et moi je suis enchanté de faire balayer la place le dimanche pour, allez, on va dire 1 km pour 65,20 €. Voilà. Pas d'autres commentaires. Ça vaut pas le coup de déplacer. Et questions qui vont tout le temps. C'est 5 €, je pense. un marché, hein, donc ils auraient donc une consultation, et beaucoup de communes vont saisir par bonne commande, on passe une commande. Bon voilà, c'est pour ça que je dis qu'on en reparlera, parce que. Mais enfin, voilà, moi, je ne réponds pas à la place de l'entreprise. C'est un marché à commande mensuel ou Qui fait l'entreprise? C'est une entreprise de Fontenay. C'est mensuel, c'est comment? Balayeuse de Fontenay, parce que. Annuel? Je pense pas, parce que en plus c'est des petites balayeuses. Oui, mais ça veut dire qu'il y aura, quand je veux dire on en reparlera, c'est que je pense que bon, c'est un marché de la Comcom, donc moi je vous en parle parce que je pense que le sujet est important. Mais en attendant, je vous propose de le mettre au vote. Pas d'abstention, pas de vote contraire. Donc on adhère à ce groupement de commandes. D'abord on adhère, hein, puis après on un pas devant l'autre. De toute façon, il n'a pas été déclaré économiquement grand, donc. Ah non, non. Mais on a l'obligation de le faire. on va bien voir comment ça se bien. passe. Je préfère être prudent, mais on sera vigilant tout à l'heure. Après, ça dépend du chauffeur. Voilà, les mecs, hein. Tu es payé au kilomètre, si tu as fini sa nuit.
Je vous propose de délibérer sur la demande de modification du plan local d'urbanisme, Laurent. Oui, alors je vais peut-être pas tout vous lire parce que sinon, voilà, considérant que les compétences du plan local d'urbanisme ont été transférées à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au titre de ses compétences obligatoires depuis le 1er janvier 2017, que la communauté de communes peut prescrire la révision d'un plan local d'urbanisme qui existe sans être obligé d'engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'ensemble de son périmètre. Au 1er janvier 2017, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral est devenue compétente de plein droit pour gérer tous les documents d'urbanisme et lancer, le cas échéant, un plan local d'urbanisme intercommunal PLUI, ce qui n'est pas notre cas, puisque comme la communauté de communes a repris ses compétences et que ça fait moins de 5 ans, nous ne sommes pas obligés de nous intégrer directement pour nos modifications dans le PLUI. Alors, on rappelle que le PLU communal a été approuvé par délibération du 21 décembre 2015, qui a été modifié déjà par délibération du 21 septembre 2017 et du 22 février 2018. Et il convient quand même d'apporter des adaptations au PLU communal, parce qu'en effet, la mise en application du PPRL qui a été postérieure à l'élaboration du PLU font que les évolutions des différents projets de redynamisation de la zone de solidarité et de l'aménagement des secteurs en convention avec l'EPF de la Vendée imposent des petits ajustements. Ces ajustements traitent les points suivants: l'adaptation du règlement concernant les façades bois des zones refuges, les matériaux constitutifs des clôtures et les pentes de toit, les places de stationnement, les abris de jardin, les alignements sur emprise publique, etc. Enfin, des petites choses comme ça. Ça porte aussi sur la suppression des emplacements réservés qui n'ont plus de raison d'être. On l'a vu encore il y a peu de temps pour l'EPF. Des précisions sur la définition de la zone NE et entre autres sur les activités agricoles touristiques. Des précisions sur l'adaptation au PPRL des OAP. Des modifications du règlement sur les secteurs UA par la création d'un sous-secteur dans cette zone. Et puis des corrections d'erreurs matérielles sur des espaces boisés classés qui sont positionnés sur des emprises de piscine, de pergola ou de terrasses aménagées, c'est-à-dire que il y a des bois qui sont classés alors que soit il y a déjà des maisons qui sont là, soit des terrasses, enfin voilà. Donc ce sont des petites boulettes de dessin au début. Alors on vous informe que les membres du conseil municipal, à tous les membres du conseil municipal, que compte tenu du transfert de compétences, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral ne peut plus mener la procédure de modification du PLU, que c'est monsieur le maire qui rappelle aussi également que ces changements peuvent être effectués par délibération du conseil communautaire après enquête publique dans le cadre de la procédure de modification. Il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du PADD du PLU, c'est-à-dire qu'on ne met pas en cause l'économie générale du contrat. Et la modification n'a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou encore une zone de protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et que cela ne comporte pas de graves risques de nuisance. Alors il vous est proposé de solliciter la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, puisque c'est elle qui va mettre en œuvre la procédure suivante, dans le cadre du transfert de la compétence de documents d'ordre d'urbanisme. Voilà. Donc, pour être encore plus synthétique, c'est eux qui vont piloter, enfin peut-être derrière on va piloter un peu, c'est eux qui ont la main pour faire la... Ceux qui ont la responsabilité juridique avec toi en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les données significatives qui ont été déterminées l'identité d'un plan d'occupation des sols vont être pris en compte dans le cadre du Non, directement lié à non. Ah bon? Alors c'est juste, ouais. tu vois, il y a deux ou trois exemples. Ah Par bon. exemple, dans le jardin de quelqu'un, il y a, on va dire, 5 mètres de bois classé qui sont sur sa terrasse ou sur sa maison. Ouais. Donc, Dans les affûts. quand on a dessiné à l'époque le plan local d'urbanisme et qu'on a dessiné sur ce sujet, parce que tu as entendu, il y a plein d'autres choses, mais quand on a dessiné l'espace, l'emprise au sol des bois classés, ou des bois A classés, on l'a fait de façon zénithale, c'est-à-dire vue de satellite, et évidemment, c'est pas l'hiver. Donc quand tu as des arbres feuillus l'été, bah, tu dis bon, bah, il y a un arbre ici, tu penses qu'il n'y a rien en dessous, en fait, l'arbre, quand il devient cure dans l'été, l'hiver, tu t'aperçois que non, il y avait une maison en dessous, donc c'est un peu embêtant.
Et c'est juste ça, c'est des petites coquilles, mais qui peuvent gêner certaines personnes qui disent bah oui, mais moi je peux pas construire le terrain parce qu'il y a une maison là. Et ça, ils font des communes. Oui, non, mais pas ça, c'est. Ils ont pouvoir de décision. Ah oui, oui. Ah ouais. On est obligé de leur demander de modifier. Mais alors, ça sera modifié, il n'y a pas de Ok. problème. Voilà, Merci Laurent. Et c'est là où vous faites la commune ou vous faites la communauté? ça c'est la communauté. On a tout fait passer, puis tout ce qu'on avait parlé en. C'est parti d'ailleurs des transferts, hein. Ça a été calculé. C'est-à-dire que dès qu'on a vu que c'était transféré, tout ce qu'on voulait faire comme modif, on l'avait fait passer. Je le dis parce qu'y compris les contentieux hein, Oui. sur le plan local d'urbanisme sont transférés. Je rappelle que Ouais. Même ceux en cours. on a eu un. Même ceux en cours. Voilà, pas d'avis contraire, pas d'abstention, le rapport est adopté et le rapport Bernard pour un dossier qui revient comme la chenille concessionnaire. Qui redescend. Comme allocation de compensation dans les dernières décisions. Donc, juste pour mémoire, le syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire du pain a dû se dissoudre suite au retrait du département de ce syndicat. Donc ça a été une première décision qui a été adoptée il y a environ 6 mois, je pense. Donc le syndicat est bien dissous maintenant, et ce dont il s'agit, c'est de la répartition des résultats financiers et du partage de l'actif. Donc on l'a adopté dans une décision il y a... Enfin, c'était pas le dernier conseil, c'était celui d'avant. Alors c'est vraiment pas grand chose, parce que la répartition des résultats, donc, pour la Faute-sur-Mer, qui faisait partie de la communauté de communes PIT de la mer et qui elle-même faisait partie du syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire. Donc c'était juste, je pense, des compléments de travaux que la commune faisait faire directement au syndicat. Donc pour vous dire, il s'agit de se répartir 19 511 € en 14 communes qui vont de Noirmoutier à la Faute-sur-Mer. Et notre participation dans ce cadre a été sur les 4 exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, pardon 5, c'est des équipes. Donc la participation de la commune de la Faute-sur-Mer était de 1%, ce qui fait 195 €. Voilà. Donc ça on l'a déjà adopté, c'est vraiment la décision finale. Et il est décidé que l'actif qui a une valeur comptable de 0 serait donné à la commune de Talmont-Saint-Hilaire qui hébergeait tout le matériel et qui faisait ce travail pour tout le monde. Donc voilà, je vous demande simplement d'approuver ces décisions, que le partage et toutes les implications prévues dans la présente délibération seront effectives dès que les délibérations concordantes du syndicat et des collectivités membres seront exécutoires, et que l'arrêté préfectoral portant liquidation du syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire du pain sera en vigueur. Il est autorisé, bien sûr, monsieur le maire, à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Merci Bernard pour ce rappel. Pas de questions, pas de contraire, le rapport est adopté. On a fini pour les délibérations principales du conseil de ce soir. Donc 3 points complémentaires pour information, s'il y en a d'autres, je les prends. Donc la maison de santé, réunion importante, un mot sur le pont et sur la ville des maisons. Jean-François. Merci. Le sujet de la maison de santé est un sujet ancien. Je vais résumer en quelques phrases le passé et vous dire les derniers éléments très actuels, nouveaux. Le passé, vous vous souvenez que au début de la mandature, les 2 communes s'étaient entendues dans le CIVOM pour un projet qui était alors un projet immobilier de construction localisé à la maison du juge. Je fais court. L'ARS avait eu l'occasion d'émettre un avis sur ce projet en disant que c'était intéressant, mais elle avait exprimé une position très ferme en considérant qu'elle ne validerait ce projet que s'il était complété, le projet immobilier, par un projet de santé mettant en jeu, enfin impliquant le plus grand nombre de professionnels de santé. Et de considérer qu'un bâtiment à lui tout seul ne faisait pas un projet de santé et n'était pas suffisant
pour mobiliser les professionnels si ceux-ci n'étaient pas impliqués, donc, comme je dis, dans un projet de santé. La deuxième recommandation, plus que exigence, était de dire, bon, vous êtes 2 communes, peut-être c'est intéressant d'élargir. Alors, sur ces 2 bases, les professionnels de santé, aidés par un consultant que le CIVOM a recruté, spécialisé dans le domaine, les professionnels de santé ont construit un projet de santé, tout à fait comme il faut, si je peux dire, associant des objectifs d'organisation, par exemple de la permanence des soins sur le territoire, de la participation bien sûr aux gardes, de s'organiser pour ce qui est des échanges d'informations et utilisant les possibilités numériques actuelles. Ce projet donc a associé aux 2 communes que sont La Faute-Aiguillon, Grue et Saint-Michel, 2 communes rétro-littorales. L'association et les élus des communes, 4 communes, s'en sont assez facilement entendus. Et ce projet donc ainsi réalisé a été aussi, autre exigence, c'est que les professionnels de santé créent une association. Ils ont créé une association. J'insiste parce que ça n'est pas de soi. Les professionnels de santé sont peut-être comme dans d'autres corps de métier. Je ne ferai pas de commentaire en dehors de celui que je connais un peu par cœur. Voilà, il y a autant de professions que de corporations et ils ont, d'une façon qui m'a impressionné, été capables de se mettre à travailler entre eux. Ils ont créé une association et ils ont eu l'astuce de l'appeler ASTEC. ASTEC parce que Association des acteurs de santé des terres conquises. Ouais. Donc le mot a plu d'ailleurs, enfin, ça contribue à la reconnaissance de leur énergie et de leur détermination. Et ce projet donc a été officiellement présenté à l'ARS hier, ça j'en parle, et l'ARS dès hier soir a fait connaître qu'elle émettait un avis favorable et qu'elle validait le projet. Alors, pendant ce temps, pour finir sur l'état des lieux, si je peux dire, le projet immobilier a vécu son chemin. Je passe sur les avatars qui ont consisté à tenir compte du PPRI, à modifier les statuts du CIVOM qui n'avaient pas été construits comme il fallait pour inclure la compétence santé, qui est une compétence nouvelle, à coup sûr. Et actuellement, la dernière étape a été la commission d'appel d'offres, vous voyez où on en est, qui s'est réunie cette semaine, bon, je ne vais pas détailler, mais comme toujours, il y a des aspects qui sont à reprendre, et puis, mais ce qui est important, c'est que les travaux commenceront, alors on m'a appris ce vocabulaire la semaine 46, si j'ai une bonne mémoire, c'est-à-dire en novembre, et sont prévus pour durer à peu près 1 an, ce qui conduit à une ouverture à la fin de l'année 2019. Alors, je reviens à l'instant, et pour finir sur la validation par l'ARS, à quoi ça sert? Était-ce important de l'obtenir? Eh bien, le coût estimé de ce projet, c'est un projet majeur. Je vous rappelle qu'il correspond à la priorité des électeurs qui se sont exprimés en 2014. Ils ont tous dit, à l'Aiguillon aussi d'ailleurs, et à La Faute, avant la sécurité, que répondre aux besoins de santé était leur préoccupation. Et donc ce projet qui a un coût estimé de 1,2 million bénéficiera de subventions à hauteur de 880 000 €, c'est-à-dire 72%, donc 72% de subventions, 28% d'autofinancement, fonds propres ou emprunts, que le CIVOM a adopté. Et dans ces subventions, dans ces 880 000, il y a 700 000, c'est-à-dire 80%, qui dépendent d'un avis favorable de l'ARS. Sans avis favorable de l'ARS, ces 80%, c'est-à-dire ces 700 000, ne pouvaient pas être obtenus. Donc effectivement, c'est c'est un avis essentiel dans la stratégie de ce projet et qui permet donc de finir. Alors,
effectivement, c'est une étape, elle est essentielle, tout le monde l'a reconnu. Maintenant, il faut que, d'une part, le projet immobilier avance son chemin et que les professionnels s'y collent, si je peux dire, ils l'ont montré, étant donné que les professionnels qui sont dans l'association sont soit ceux qui ont déjà exprimé, et qui vont le confirmer, leur projet d'intégrer le projet immobilier, mais pas forcément. Et effectivement, alors je ne parle pas des pharmaciens et des kinés qui, par définition ou presque, n'ont pas de raison d'intégrer ce bâtiment. On peut en discuter, hein, il y a des endroits où ça se fait. Mais par contre, il y a un médecin de Saint-Michel qui ne veut pas bouger, il va bientôt partir. Il y a des infirmiers dans l'Aiguillon qui ne veulent pas bouger, alors que d'autres intègrent. Le principe du projet de santé, c'est de couvrir tout le monde et de faire travailler tout le monde, et, y compris par exemple le sujet qui a été pris pour essayer de fédérer, parce qu'on nous demande de nous prendre, les professionnels ont pris plaie chronique. C'est intéressant, plaie chronique, parce que c'est d'une part le témoin qu'on a une population qui est exposée à avoir des plaies chroniques, si je peux dire, et deuxièmement, c'est un thème qui mobilise toutes les professions. Et je dirais même pas forcément les médecins en première ligne, c'est d'abord les infirmières, les aides-soignantes, enfin les professions d'aide, si on peut dire. Et à ce titre-là, ça montrait la présence de l'ensemble des professions. Au demeurant, hier, la délégation de la Côte-Aiguillon rue Saint-Michel était qu'il y avait 2 pharmaciens, un médecin, un pédicure-podologue, une infirmière. Donc l'ARS a compris que c'était vraiment un projet pluriprofessionnel. Voilà, merci, pardon d'avoir été interrompu. Merci Jean-François. Puis on peut collectivement ici autour de cette table, mais je crois que ceux de l'Aiguillon le font également, te remercier et t'encourager à poursuivre parce que c'est une aventure qui poursuivre à son terme. En remerciant également les professionnels de santé qui t'ont suivi, qui l'ont accroché. Et on sait que ça n'a pas été facile, mais que c'est fait. Alors ça tombe d'autant mieux qu'à la fois, je disais, dans le stade d'enquête citoyenne que la Comcom a mené, la préoccupation de santé est celle qui vient en numéro 1, non pas seulement de nos électeurs, mais de tous les citoyens de ces 44 communes, j'allais dire de la France, parce que vous l'avez vu en parallèle, ce mois-ci, le plan santé du gouvernement résonne un peu avec ces mêmes mots, hein, maison de santé, travail collectif, question de l'organisation, enfin, l'hôpital numérique, parce que on sait que maintenant il faut fonctionner d'une autre manière. Et donc je pense qu'on a la chance avec le travail que tu as fait d'être dans les starting blocks au bon moment, même si ça a été long. Hein. On nous a dit où est-ce que vous en êtes, ça ne bouge pas. Bah oui, ça a bougé, mais c'est que c'est lourd, hein, c'est un sacré chantier. Je pourrais ajouter aussi que c'est d'autant plus important qu'effectivement, il ne faudrait pas qu'on laisse penser que le fait d'avoir la maison de santé va régler tous les problèmes, parce que comme l'a dit très justement Jean-François, et on se répète tous les deux assez souvent, c'est une première étape. En ce sens où c'est pas parce que vous avez quelques médecins qui vont travailler ensemble aujourd'hui et avec la maison de santé et le projet de santé qui va être créé que tout va devenir sympa. Pourquoi? Parce que les acteurs aujourd'hui ont un âge certain. Et que même avec une belle maison de santé, pour autant, quand ça sera le moment de partir, ils partiront. Et que si vous n'avez pas de maison de santé sur une zone, vous êtes à peu près certain qu'il n'y a aucun jeune médecin qui viendra. Pourquoi? Parce que, quand ils sont étudiants, ils ne voient pas la proposition maison de santé, ils n'y vont pas, déjà. Que 2, si vous n'avez pas de maison de santé, il n'y a pas de petit canon sur votre commune qui fait qu'ils vont pouvoir avoir envie de venir ou qu'ils vont même savoir qu'il y a un besoin. Donc la maison de santé, c'est déjà ça. C'est faire en sorte que plusieurs communes, tout à l'heure Jean-François parlait de plusieurs communes, il parlait justement des acteurs de santé de plusieurs communes, mais il faut aussi que chaque commune vienne nous aider, c'est-à-dire que la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer ont financé, ont construit, Jean-François a permis ce projet de santé, mais il va falloir que maintenant, et je pense qu'il faudra qu'on soit extrêmement solidaire, un jeune médecin vient avec sa femme, ou généralement c'est une jeune médecin généraliste, parce que le généraliste maintenant est une femme, n'a pas envie de travailler 17 heures par jour, mais a des enfants. Et donc il faudra faire en sorte de pouvoir loger, de pouvoir peut-être apporter des plus, et c'est certainement à 4 communes ou 5 communes qu'on y arrivera, pas seulement à 2 communes. Mais je le redis, sans ce projet-là, sans le bâti, sans la réussite de ce projet, on ne pourrait même pas parler de ça. Donc merci. Merci. Si je peux ajouter un mot pour être intarissable, mais juste
il apparaît dans les annonces qui ont été faites cette semaine par le président de la République lui-même, la notion d'assistants médicaux. C'est essentiel. Jusqu'à il y a, alors moi qui ai une certaine expérience du monde de la santé, il n'y a pas encore très longtemps, les médecins étaient franchement hostiles à cette notion, parce qu'ils voyaient des concurrences. Et d'ailleurs, parce qu'on avait peut-être la maladresse d'utiliser une autre expression qui était officier de santé, qui d'ailleurs envoyé au XIXe siècle, et qui faisait très peur aux médecins. Et là, les assistants médicaux, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, sont déjà, vous l'avez vu, il n'y a pas un syndicat qui s'est élevé contre cette notion-là. Et j'en ai même parlé avec des professionnels ici, je peux vous dire qu'ils sont absolument ravis et qu'ils sont demandeurs le plus vite possible qu'on applique cette possibilité à leur exercice. Tout ça pour dire que le système de santé est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Et bien sûr qu'il y a la numérisation, bien sûr que la technologie fait des progrès, encore que Alzheimer, on peut en discuter. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'organisation du service et le fait que les professionnels de santé, que ce soit la pédicopodologue ou le médecin, ont envie de travailler ensemble. Et ça, c'est très nouveau, et probablement parce que c'est la population qui le demande. Hein. Une fois de plus, c'est les électeurs et les citoyens qui font évoluer le système. Il y a une volonté claire et déterminée de l'État de créer, par l'intermédiaire de son numéro de SOCUS, pour faire en sorte que demain il y ait plus de docteurs qui sortent des écoles, bien évidemment. Mais également par rapport à la première année, de mettre en œuvre toute espèce de discipline qu'ils ont à l'intérieur de cette première année, qui manifestement ne servent en rien à leur cursus, et pour lequel beaucoup de jeunes médecins étaient systématiquement en fin de première année voués à disparaître de la chaîne de la médecine. Bien, merci Jean-François. On continuera parce qu'on a depuis lancé des appels d'offres, ouvert des pieds, la machine continue. Un mot sur notre pont. Alors, c'est un exercice difficile pour moi parce que je ne peux pas tout vous dire. Parce qu'il y a des échanges de courriers, il y a des réunions, il y a des rendez-vous. Et il reste encore une phase d'ajustement avec mon collègue de l'Aiguillon. Mais je vais quand même vous donner l'essentiel. Vous l'avez bien compris, le papier de la presse du mois de juillet le dit fort bien. Il y avait peut-être un pont derrière le pont, c'est-à-dire un autre sujet derrière le problème du tonnage. Hein, bon. Et ce vrai sujet s'est révélé très ouvertement en début d'été. Le vrai sujet, c'était la question du transfert de la voirie et du pont, et des ponts aux communes. Ça, c'était le vrai sujet. C'est celui qu'il nous a fallu démêler dans le courant de l'été, dans des conditions qui n'étaient pas aisées. La deuxième question que tous connaissent ici, j'ai retrouvé un courrier de René en 2010, c'est la question de la fragilité du petit pont. Je dis le petit pont, le plus ancien, le passage piéton. Il est fragile, le département considère qu'il doit être déconstruit. Nous sommes, je dis nous, l'équipe municipale, et je pense que je vous y associe tous, toutes et tous. Et nous sommes, avec nos collègues de l'Aiguillon, défenseurs de l'idée que le petit pont est un élément de patrimoine, à la fois historique et culturel, et pas seulement de nos communes. C'est un élément de patrimoine, du sud-Vendée littoral. Les gens qui viennent pêcher au Carlet, ce n'est pas les gens du quartier, c'est les gens qui viennent de loin, parce que c'est un élément de repérage. On l'a vu d'ailleurs lors des fêtes du patrimoine, les gens le disaient, s'il se passe quelque chose sur le petit pont, il faut le défendre, c'est un élément de patrimoine. Ceci dit, nous ne sommes pas propriétaires du petit pont, et donc le propriétaire a des responsabilités, droits et devoirs, y compris pénales. Le président du département que j'ai rencontré m'a dit le petit pont n'est pas en bon état, il faut le déconstruire. Alors, je ne rentre pas dans le détail, puisqu'il y a des éléments de contradictoires qu'on va réclamer, notamment avec Maurice, mais j'ai fait un courrier, j'ai fait une proposition de courrier à Maurice, je l'ai envoyé il y a 1 heure, donc je ne peux pas vous en donner le détail, laissez-moi un peu de temps pour ce faire, mais sachez que sur la question du petit pont, on est défenseur d'un élément de patrimoine historique et culturel, et pas d'un élément, parce que ça c'était
une bagarre très chaude. Hein. Le rendez-vous s'est pas passé facilement avec notre président de département. Parce que je lui ai dit, ce n'est pas un élément de patrimoine de nos deux communes. Parce que l'enjeu, c'est, au-delà du transfert, c'est de le redonner. Débrouillez-vous. Il voulait même, je vais même vous le dire, il voulait même nous subventionner pour qu'on le déconstruise. C'est quand même un paradoxe. Alors, et attention, ce n'est pas qu'un élément technique. Le petit pont, il est fragile, il est en mauvais état. En même temps, moi je leur ai dit, hein, j'arrêterai là après, je leur ai dit, écoutez, excusez-moi, mais quand ma maison prend l'eau parce que le toit ne marche pas, ben, je répare le toit. Je ne demande pas aux voisins de réparer mon toit. Le petit pont et le pont sont des propriétés du département. Alors, par contre, ça c'est le côté difficile, hein, qui va mettre sous tension un président de département responsable et deux communes qui ne veulent pas récupérer une patate chaude. C'est comme ça que ça commençait quand même au début de l'été, avec une forme de chantage sur le 7 tonnes 5. Donc, ceci dit, j'ai un courrier du président du département de début septembre qui m'indique que des travaux vont être engagés sur le pont routier, par là, cette fois-ci du pont routier, pour réduire la largeur de la voie au profit des vélos, des piétons, des pêcheurs. Alors, vous avez compris que le département il est déjà en train d'imaginer le transfert. Mais il est propriétaire du pont routier. Donc c'est son travail que d'aménager les voiries, largeur de voie, profit vélo, piéton, pêcheur, c'est son problème, on lui donnera notre avis sur le petit pont, pour assurer sa pérennité. Il sera limité à 19 tonnes. Voilà, là, le bon sens revient, hein, et dans un sens prioritaire, de manière à éviter que deux camions se croisent, parce que le pont routier n'est pas fragile, mais deux poids lourds qui se croisent, c'est des éléments qui inquiètent les services techniques du département. Voilà, donc je vous donne cet élément positif. 19 tonnes avec des travaux qui, m'annonce le président, devraient démarrer à la fin du mois de septembre. L'élément qui fait débat, qui fait grief, c'est, vous l'avez compris, mais vous l'aviez compris sans doute avant, l'avenir et la vétusté et la dangerosité du petit pont. Voilà, je pense que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je pense qu'on en dira plus lorsqu'on aura signé le courrier avec Maurice. Mais en même temps, vous l'avez compris, Laurent il a beaucoup contribué. On a cherché tout cet été à faire dire les choses et fixer des limites au-delà duquel nous n'irions pas, avec des questions de calendrier qui ne sont pas neutres, hein, dans une fin de mandat par exemple. C'est des sujets qui dépassent la question de notre conseil municipal qui doivent nous permettre de voir plus loin. Voilà. Et comme tu dis à juste titre, tout fait partie du patrimoine vendéen. Moi je me souviens étant gamin, donc à l'époque il y avait des feux rouges. C'était Père Bougrand qui était dans la cabine en haut, là. Il n'était pas vieux, mais pas trop français, et puis on se levait le feu rouge. Les gars, ça va pas très jaunir. Hein, ça. Ah ben non, voilà pour ces éléments. Donc, l'idée de transfert. Je devais faire le retour, mais je suis. Pardon. Pardon, l'idée de transfert, elle est tombée ou elle. Elle n'est pas nouvelle. Non. Je vais vous le dire. Moi, j'ai dit la question du transfert, elle est légitime, puisqu'il y a une déviation qui a été ouverte il y a 18 ans. Sauf qu'elle aurait pu être discutée il y a 18 ans, plutôt que 18 ans après. Et moi je dis, le transfert de la route départementale, la faute la tranche, pourquoi pas. Le pont, non. Ah oui. Parce que je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans le bon sens. Et nous n'avons ni l'expertise technique, ni les moyens financiers pour aborder cette question. Peut-être qu'elle s'abordera lorsqu'il y aura une commune nouvelle, la tranche l'Aiguillon, dans 10 ans, dans 5 ans, lorsqu'on aura des assurances sur un certain nombre de choses. C'est pas une question, pour moi, c'est pas une question d'abou, mais dans l'état actuel de la pression qu'on nous mettait cet été, la réponse était claire, non. Et le président du département, dans son courrier, ne revient pas sur cette question, sauf la question de fragilité du climat. Il y a à peu près essayé d'intégrer l'observation patrimoine là. Oui, mais après, peut-être, oui, non. Je vais quand même vous donner des échelles de montant. Hein. 3 millions d'euros. Hein. Alors, excusez-moi, le président du département se pose légitimement la question. Hein. Refaire un pont à l'identique, c'est 3 millions d'euros. Alors, peut-être ne faut-il pas refaire un pont à l'identique. Oui, après, moi, toutes les questions sont bonnes à poser.
La question pour nous, c'est aussi de savoir, nous, on n'a pas les expertises techniques. Moi, j'ai aucune étude. Le département ne nous a donné aucune étude, Laurent. Donc, on va quand même demander toutes les études, et puis peut-être les faire un peu contre-expertiser, faire analyser les études. Pas refaire une nouvelle étude, parce qu'on connaît la conclusion. Un bureau d'études vous dira que c'est fragile. Ben, il suffit, pour ceux qui font du bateau, de passer en dessous, on sait qu'il y a des fragilités. C'est surtout les piles qui sont attaquées. Tu vois l'acier. Ouais, ils sont attaqués surtout. Ils sont venus et puis ils sont attaqués. Non, mais c'est vrai qu'il ne souffre pas de charges relativement importantes. Il est vient du Clisson, il fait du. Mais depuis, avec le pont de Gênes, ça n'arrange rien, hein, tout le monde. Alors, depuis c'est d'ailleurs rappelé dans le courrier du président du département, mais c'est un sujet qui nous a occupé pendant une partie du rendez-vous. On peut comprendre les questions de responsabilité et C'est ce que disait Christophe, il faut demander aux il y a des Italiens. raisons. Pardon? C'est ce que disait Christophe à l'instant, il faut demander aux Italiens d'expertise. On a fait italien. Alors, dernier dossier, je voulais parler du dossier des vieilles maisons. Et j'ai envie de vous dire, pour vous raconter une belle histoire, qui se passe rarement dans la vie locale, je vous le dis. Parce que quand il y a des choses positives qui se passent dans des temps réduits, il faut le dire, parce qu'il y a tellement de choses qui ne se passent pas bien dans des temps très longs, que c'en est affolant. Au début du mois de juillet, j'ai provoqué, j'avais vu le préfet, je crois, le 2 ou 3 juillet, j'ai provoqué une alerte en disant je demande au regard du code de l'environnement, je déclenche une procédure d'urgence parce que la disparition de la bande dunaire, du cordon dunaire de la Belle Henriette est flagrante et que désormais le niveau de l'eau avec des franchissements tempête sur côte et vent conduisent le secteur des vieilles maisons à être un secteur très fragile, le seul qui n'est pas à la cote altimétrique. Donc j'ai écrit au préfet en disant, et on a trouvé, et j'en remercie également Jean-François, on a trouvé les articles du code qui allaient bien. Je le dis également parce qu'on a eu un appui, un accompagnement utile de la LPO et de l'équipe de la réserve qui ont validé notre démarche en disant au préfet, il y a urgence à faire les travaux. Si on ne les fait pas, je ne garantis pas la sécurité de l'arrière, parce que la digue des vieilles maisons, enfin le secteur des vieilles maisons n'est pas au niveau. Il suffit pour ça d'aller au bout du platin et vous voyez la cuvette. Le président du syndicat mixte, vous savez qu'on a transféré notre compétence, c'est plus la commune, donc j'ai saisi le président du syndicat mixte et alerté le préfet. Le président du syndicat mixte, que je remercie, Joël Bory, a immédiatement validé, on s'est vu lors d'une réunion également, ça c'est début juillet, il a validé mon alerte et il a immédiatement déclenché un conseil communautaire le 20 juillet 2018. Vous voyez, on est en plein été, certains m'ont peut-être pas vu, mais je peux vous assurer qu'on a bossé. Début d'été, alerte, vu le préfet, parce que j'avais demandé depuis 6 mois au préfet de mettre en œuvre une procédure qui est celle du droit de dérogation. Je fais une parenthèse, parce que j'y reviendrai. Le président de la République, voyant le fonctionnement de l'administration française et sa lenteur, a pris un décret le 29 décembre 2017 autorisant les préfets dans des zones d'expérimentation dans les Pays de la Loire à déroger sur certaines procédures très longues pour accélérer des opérations qui tardent à se mettre en œuvre. Et dès la publication du décret, j'ai dit au préfet, vous avez les moyens de sécuriser le secteur, c'est votre pouvoir de droit de dérogation. Alors je le dis également avec toute la courtoisie qui s'impose avec les services de l'État, mais on a vu un jeu subtil entre les services locaux, le préfet notamment, qui défendait la cause, qui avait pris conscience qu'il fallait défendre le secteur avec le droit de dérogation, et puis des services, soit régionaux, mais surtout l'administration centrale, qui disait, monsieur le préfet, vous n'avez pas le droit de le faire. En gros, et j'ai entendu des fonctionnaires dire, le décret du président de la République, il ne compte pas. Alors moi je leur disais, écoutez, s'il ne compte pas, on va en parler au président de la République, parce que c'est intéressant quand même, c'est une décision politique, au plus sens noble du terme, elle méritait d'être suivie.
Donc, je reviens au syndicat mixte, le 20 juillet 2018, le comité syndical valide la démarche, autorise le lancement de travaux. Il faut savoir qu'on avait déjà un marché avec l'entreprise Charrier, pour ne pas la citer, et donc qui était signé, et donc qu'on a transféré. Donc le syndicat mixte pouvait enclencher les travaux à suivre, et dans le même temps, on a eu un courrier de la LPO qui validait notre approche. Donc les choses se passaient bien. Le 20 juillet, le syndicat mixte demande également les subventions, parce qu'il faut également, on vous rappelle qu'on est dans le cadre du papier avec des financements à 60 ou 70 ou 80% même, puisqu'on peut avoir du FEDER, pour des montants de travaux qui sont de l'ordre de 650 000 euros. Donc c'est pas énorme, mais enfin, il faut les faire. L'ALPO m'écrit, je rebalance ça au préfet, et à la fin de l'été, donc dernière partie du mois d'août, le préfet fait savoir à Joël et à moi-même que, en fait, parce qu'on pouvait déclencher la procédure d'urgence sur la compétence municipale, mais elle était soumise à des risques de contentieux. Ce qui est normal, parce que, vous voyez, une procédure d'urgence, c'est qu'on ne fait pas d'enquête commodo. On lance les travaux, on fera la consolidation environnementale, on la fera juste après. Et le préfet, parce qu'il a dû passer lui l'été aussi à creuser le dossier et à régler les comptes avec son administration centrale, le préfet nous écrit le 6 septembre et réécrit cette fois-ci le 19 septembre, j'ai ouvert le courrier aujourd'hui, et il nous dit, parce qu'il parle à la fois au président et Joël Maury et à moi-même, en réponse à votre lettre, nous informant de votre souhait d'engager une procédure d'urgence, j'ai l'honneur de transmettre un arrêté portant dérogation à certaines dispositions du Code de l'environnement, un arrêté régularisant le système d'endiguement formé par les digues et dunes du secteur du Platin, ainsi qu'un arrêté attributif de subvention correspondant. Ces arrêtés vous autorisent à engager dès à présent la construction de la digue des vieilles maisons. Donc vous voyez, quand je dis qu'on de temps en temps ça vaut la peine de raconter des belles histoires, 1er juillet, 19 septembre. Et j'ai sous les yeux l'arrêté du préfet, que j'ai lu aujourd'hui, en rentrant de Paris, je rentrais de Paris, 19 septembre, avec l'autorisation des travaux et le dossier de subvention. Donc voilà, quand les choses vont bien, et ça montre en même temps que quand on se met d'accord, on peut arriver rapidement à soulever des digues et à les faire se réaliser. Je le dis parce que c'est pour nous tous, une fierté si on y arrive, parce qu'il y a toujours encore des matins à tout, hein. Mais ça veut dire que à la fin d'hiver, alors qu'on a d'ailleurs des grandes marées importantes, hein, cet hiver, il y a plusieurs grandes marées, on devrait avoir terminé la totalité des digues de protection de la presqu'île, de la digue Est à la digue Ouest, en passant cette fois-ci par la digue des vieilles maisons, ce qui n'est pas le cas des autres communes de notre département, et c'est une fierté. Et je remercie à la fois les collègues élus, syndicalistes, et le préfet qui s'est bagarré un peu contre le système qu'il connaît mieux que moi, ou aussi bien que moi. Voilà, donc c'est... Par contre, il n'y a pas eu de demande de dérogation de fait par rapport à la commune de la Tranche? Alors, parce qu'après, c'est pas sécurisé avant la Tranche. je n'ai pas voulu commencer par là, parce que j'aime bien traiter les sujets de mon territoire et m'occuper des autres. Mais le premier travail que j'avais fait avant l'été, c'était de faire admettre par le préfet la dissociation des travaux entre la Faute-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer, en indiquant, et je tous les courriers à votre disposition, que nous avions fait la totalité des études, notamment une étude qui s'appelle l'avantage inconvénient, c'est comme ça, multicritères, donc multicritères, pour démontrer qu'il n'y avait, parce qu'il y a d'autres sujets, qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour faire la digue que de la faire sur le domaine public maritime, qui lui-même était déjà récupéré, parce que quand vous allez là-bas, le domaine public maritime, il est dans les fonds de jardin, parcelles, donc qui était déjà récupéré, qu'il n'y avait pas de petites bêtes à défendre. Et ce dispositif a pu nous permettre de le réaliser et de dissocier. Moi, je souhaite tout le bien pour les travaux à la Tranche, mais je ne voulais pas qu'on dépende d'un niveau d'ingénierie qui n'était pas fait ailleurs, et qu'on ne maîtrisait pas, sur lequel on n'était pas légitime, alors que nous, on avait fait le boulot, et qu'on était prêt à le faire, et en plus, on avait les marchés.
Ah, mais c'est une Voilà. très bonne chose. Ce qui est dommage, c'est que l'État ne réagit pas Là-bas. dans le prolongement de la commune de la France. Parce que le jour où ça Et conclut ils réagissent. le jour où ça conclut par derrière, ça revient par derrière. Ils au comment Ils réagissent. Alors, leur réaction, c'est de demander aux syndicalistes, Ouais. faites les études qui n'ont pas été faites. Bah ouais. Parce que l'État, si c'était de sa compétence de faire les études, il le ferait, mais il n'est pas, vous savez mieux que moi, il n'est pas compétent. C'était les communes et désormais le syndicalisme. Nous, on les avait fait. Voilà pour ce dernier dossier qui méritait notre attention ce soir. Et je l'espère, là, on a en même temps que je vous donne une bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, mais elle est légèrement différée, parce que les travaux de la digue ouest devaient démarrer en ce moment, et ils sont repoussés en gros de 3 semaines, parce que le maître d'œuvre a demandé une étude complémentaire, parce qu'il a fait ses études de maîtrise d'œuvre à un moment où la dune n'était pas de même niveau que celle qui est aujourd'hui. Donc il a besoin de compléter ses études pour sécuriser sa maîtrise d'œuvre et ce qui est assez logique. Bon, ça nous retarde en gros de 3 semaines. Tout ce qu'ils ont fait, c'est tout fissuré. Ben, en même temps, c'est pas très mal qu'il y ait un peu de temps. Ça permet de ils ont pris la... Ben, en même temps, c'était pas fini, hein, Christophe. Hein. Ouais, Non, mais, oui, mais le béton qu'ils ont mis là, sur la digue, là, Ouais. c'est tout fissuré. On fera le retour Et il fissure dans tous les sens. à qui Ah, il l'a eu, Daniel. Hein. Oui, bien sûr. Alors, je le dis parce que là, c'est des Je ne vieilles sais pas ce maisons. qu'il devait faire au début. Alors, c'est l'essentiel, c'est la sécurité. Sachez que par ailleurs, sur la communauté de communes, les passages piétons et cyclistes seront réalisés à suivre. Sachez également que j'ai pour le moment l'accord de la réalisation d'une passerelle financée en totalité par la région Pays de la Loire au droit de la bergerie. Donc, je pense qu'on est dans une configuration où ce secteur-là sera à la fois sécurisé et mis en scène. Parce que n'oubliez pas qu'on a quand même eu des galères, et nous, avec nous, les campings du nord de la commune, qui vendent des prestations accès à la plage et qui sont un peu plus loin que la plage, avec des problèmes de sécurité qu'on a pu régler. Mais une passerelle qui s'appelle une passerelle ou Ouais. encore un truc Non, du vrai passerelle. Une vraie passerelle qui finira quand même sur des pontons flottants. Hein. Une vraie passerelle qui finira quand même sur des pontons flottants. Mais comme celle de la tronche. Alors je vais vous dire, une vraie passerelle qui ira de la digue du Platin, entrée bergerie, avec un léger arc de cercle jusqu'au petit îlot au milieu de la Belle Henriette, y compris pour mettre en scène la Belle Henriette, pour éviter que les visiteurs aillent se promener et piétinent partout. Et juste après, pour accéder à la plage, un secteur d'une vingtaine de mètres, aujourd'hui, c'est un secteur qui bouge beaucoup, avec des accès avec pontons flottants démontés à l'automne, remontés au printemps, pour éviter qu'on ait des baladeurs on en revient dans encore des périodes au principe dangereuses. où on ne pourra pas aller jusqu'au bout tranquillement. Ah ben, pas à tout moment de l'année, à l'évidence. Ça dépend du mari. Mais je veux dire, les Les dessins de la passerelle que j'ai vus, la passerelle en dur, hein, qui va jusqu'à Lido, et hors d'eau à Coef 100. Donc on n'est pas dans la configuration Actuellement. des passages où on disait aux gens au-dessus de 85 vous passez pas, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Là on sera dans un dispositif plus sécurisé. Je rappelle par ailleurs que quand on arrive par le secteur, par cette nouvelle passerelle, quand on arrivera dans ce secteur, à cette passerelle, un piéton qui traverse, une famille qui veut aller se baigner, qui traverse, qui se retrouve de l'autre côté sur la plage, elle peut revenir par le sud. Le vrai danger du secteur de Belle-Henriette, c'est l'îlot qui, une fois entre les deux brèches, c'est là le vrai danger, parce que des familles, on sait qu'il y a des dangers sur des plages de Normandie, des familles se retrouvent en panique, entourées d'eau, avec parfois des petits-enfants. Oui, mais il y a eu une intervention pompier à ma connaissance. Voilà donc plutôt une bonne nouvelle, on va continuer à croiser les doigts et espérer que la vie continue sur le même rythme. J'en ai terminé, y a-t-il des questions? Oui, Christophe. C'était juste pour les ordures ménagères. Ils ne sont pas passés ce matin. Maintenant, ils passent plus qu'une fois par semaine.
Alors, oui, on est en septembre. Calendrier. Ouais, d'accord, mais je veux dire pour les gros producteurs, Alors, on a, ça fait juste. Hein. on a un petit problème. D'abord, on a un problème dans notre tête. Parce que tu as dû faire comme moi j'ai sorti Mais mes c'est sacs Les jaunes. 5 jours, oui, c'est bien. Non, super. Et Il y a partout. j'ai failli prendre mon téléphone et engueuler Pierre. Ça me dit. Quelqu'un m'a dit, mais non, je crois que c'est Bernard qui m'a dit, mais tu sais que c'est. Parce qu'on a des habitudes. C'était marqué. Oui, Deuxième élément. et moi, j'ai ramassé tous les sacs jaunes de mes voisins. Ben oui, de venir mettre tous leurs mais d'ailleurs, sacs jaunes. baladez-vous dans la commune, vous avez des secteurs où Moi, j'ai été en anglais, secteurs. ceux dans la rue. Ça veut dire juste Ils auraient pu attendre la fin Alors, septembre. le problème. Surtout qu'ils venaient à l'Aiguillon vendredi. Non, mais le problème, on va le noter, note Jean-François. Qui les ramasse qu'il y a 2 heures Non, mais en plus, quand on a une belle arrière-saison, celle qu'on a en ce moment, Il y a du gros il y producteurs. a du monde. Il faudrait Nous, reculer un vous savez, peu. nous, on a le problème avec les week-ends. Hein. Oui. Enfin, les plages des aires de pique-nique sont blindées, hein, sont blindées. Alors, les gens en septembre sont plus propres qu'en août. Hein. Mais bon, quand même, il y a du nettoyage. Hein. Non, c'est voilà. Alors les sacs, les gens ils ne veulent pas sortir leur conteneur. Oui, mais C'est ça, impressionnant ça. Hein. Vous J'en allez- dis. Hein. vous allez voir, on va J'ai voir. été voir mon voisin, j'ai été lui chercher un conteneur avec lui, hein, parce que j'ai dit. Tu as bien fait. Mais tôt ou tard, il n'y aura plus de sacs jaunes. Hein. Ça sera container. Hein. Parce que là aussi, ça coûte cher les sacs. Hein. Enfin, Mais c'est pas que ça coûte cher, c'est Pour ça, c'est que c'est détruit par les chats, les chiens et Non, tout mais ça. Ça veut dire que plus cher les conteneurs, parce que Ah, les gens qui ont des conteneurs mais qui ne sortent plus juste leur sécurité. Ouais. T'arrives, parce qu'ils les sortent le samedi, ils s'arrêtent jusqu'au lundi, alors le lundi c'est des couilles dans tous les sens. Ils se blessent pas, hein. Je sais pas pourquoi ils ont un bel épinepelle derrière le camion poubelle, parce qu'ils se blessent pas. Hein. Ah non, non, il faut pas. Il est propre. Suite à des discussions avec diverses personnes, je propose de faire venir des mômes à l'école. Oui. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si ça serait pas bien d'avancer le matin à la réception et de reculer légèrement le soir l'heure à laquelle ils peuvent les récupérer, parce qu'il y a un écart de temps par rapport à l'école de... Alors, c'est la garderie périscolaire. Hein. Ouais, l'école de... que Chantal tient. Par rapport à l'école de Lyon, ils les prennent plus tôt et ils peuvent les récupérer plus tard. Moi, je suis prêt à tout. Il y a un moment, il faut quand même qu'on fiscalise pas une garderie d'une famille, tu vois, voire d'un enfant. Parce qu'il y a un moment, ça finit comme ça. Si c'est une vraie demande, on a maintenu hein, le périscolaire. Ouais. Mais il y a un moment, si c'est pour un enfant d'une famille, ça coûte moins cher de lui attribuer par le CCS une subvention que... Moi, je me méfie toujours des systèmes. On répond à une demande et puis on installe un système qui nous coûte un Ouais, bras. mais moi, les gens m'en ont parlé, j'ai dit... Écoute, tout le monde envoie. Moi, je suis prêt à examiner au cas par C'est ce cas. que j'ai dit, allez voir. Au cas par cas, on examine des Jusqu'à situations. quelle heure? Je crois que c'est 6 Ah, heures, c'est 5 super. heures, jusqu'à quelle heure C'est 8h, 18h. De 8 à 9. Ça a toujours été comme ça. 18h. Bah, attends, 18h, c'est déjà pas mal. Bah, L'aiguillon fait plus tard Ouais. Après 18h Et avant 8h. Ça, je savais avant 8 heures, mais après 18 heures, je savais pas. On va bientôt mettre la veilleur de nuit. Il n'y a pas tous les jours. Mais tu sais, en même temps, il y a un bon argument. Non, mais Sur moi la je parle. tarification de la cantine, par exemple. C'est pour le fait. Ah oui, mais quand je leur dis vous avez déjà la cantine gratuite, ouais, mais les gens ils m'ont dit oui, mais voilà. Tu nous les envoies. C'est normal, hein. Jean-Pierre, je vais dire une chose. J'ai emmené mon gamin à l'école ici. Ceux qui allaient chercher leur gamin à 18h pile, c'était toujours les mêmes. Hein. Ah oui, je sais bien, mais c'est partout C'est pareil. pas parce qu'ils étaient au travail. Hein. C'est partout pareil. Allez, autre question. Dans le public, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On fait un point de saison bientôt. hein. J'ai une question à vous poser, monsieur le maire. Dans la communauté de communes, est-ce qu'il y a un élu référent sur les transports? Parce que Les transports. la ligne rouge 150 qui se dessert la Tranche, la Gruyère, la Faute, Lyon, Saint-Michel, Trieste. J'ai essayé de la prendre, mais le bus arrive un quart d'heure après le départ du train. Il y a, Ces communes qui sont desservies, ce bus-là ne sert pas à grand-chose. il y a un conseiller départemental, Marcel Gauduchot, et une conseillère départementale, Brigitte Hibert. Je vous parle de conseillers départementaux parce que la compétence des transports, elle n'est pas communautaire. Donc la Comcom n'a pas de compétence pour organiser les transports. Alors, ce que vous dites là, ça ne nous empêche pas de dire au département, je le dirai à Brigitte Hibert et à Marcel, tâchez de mieux coordonner l'assemblage. J'ai rencontré des amis, alors c'est pas dans ce département, qui vivent c'est pas dans ce département, mais je vous donne l'exemple, hein,
Ils ont un gamin qui vient d'avoir le bac. Ils habitent à côté de Troyes. Le gamin, il prenait le bus scolaire quand il était au collège, pour aller à Troyes. Puis après, il prenait le bus scolaire quand il allait au lycée. Et maintenant, la fac où il va aller à côté du lycée, ben, le gamin, il n'a plus le droit de monter dans le bus. C'est exactement ces sujets-là. Donc c'est des sujets où il faut effectivement de temps en temps un peu d'intelligence pour qu'on trouve soit le calage du cardiaque qui va bien pour que les trains s'emboîtent et qu'avec les bus, soit qu'on accepte de faire monter un papy, une mamie ou un lycéen ou un étudiant dans un bus qui est souvent vide en plus. Hein. C'est souvent vide en plus. C'est le comble. Alors qu'il passe sur le pont, c'est déjà ça. Il ne faut pas progresser sur tous les tableaux. Mais je reverrai, hein, parce qu'on a cette question souvent. On parlait tout à l'heure autour de l'intervention de Jean-François de la santé. La question des transports dans le sud-vendée littoral est une question majeure. On est très mal desservi. C'est d'ailleurs un sujet qui m'a valu une discussion un peu franche au début du rendez-vous sur le pont avec le président du département, parce que je lui ai dit, Monsieur le Président, cher Yves, j'en ai marre de voir que tu participes à des manifestations d'inauguration de 2 fois 2 voies où on peut rouler à 110 dans le nord-ouest du département ou dans l'est du département, alors que nous, on roule à 80 sur des routes départementales qui ne sont pas en bon état et qui ne sont jamais en 2 fois 2 voies. Donc là, je crois qu'on fait le message, qui a été relayé par les 2 conseillers départementaux qui ne sont pas très fiers. Sur les 44 communes de notre communauté de communes, il n'y a pas une 2 fois 2 voies départementales. On roule à 80 sur les routes départementales chez nous. C'est quand même un comble. Ça a toujours été, depuis des années, oui, mais c'est pour ça qu'ils peuvent rattraper le retard maintenant. Les voiries qui sont là-bas, c'est fabuleux. Mais depuis 30 ans, tu peux peut-être rattraper. Chaland, attends, La Roche-Chaland, tu remontes à Saint-Jean-de-Mont. Tant mieux pour eux, enfin, il n'y a pas de jalousie, il y a simplement un souci d'équité. Il y a longtemps que le sud-vendais est par rapport à l'aménagement départemental. On a dit que c'était le ventre mou. C'est toujours que les fois, après savoir faire souvent, les routes sont sorties pour éviter la négociation. Le problème, pas d'autres questions? Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et ensoleillé encore un peu.